taxti laaj ndax li wan moom wane ni naa teranga jangay dem kenn woolootul sama room te ngi liggéey moromam ngir iñaan soxor ñàkk gëm Vous yàlla écoutez Radio École. intérêt tas na réew mi lu waaye defal moromam am na lu ci seen. Bonjour à tous, vous êtes en direct sur la Radio École avec l'émission Appel Coach Amina. On va parler d'entrepreneuriat avec les questions que vous aurez. On y répond en direct. Vous pouvez également appeler au 78 518 18 18 pour les questions que vous aurez. Et en attendant, je commence avec quelques personnes qui ont eu des questions en avance et qui ont répondu aux différents statuts. Donc, je rappelle, on est sur la 106.1 Radio École, rediffusé également le lendemain sur la télé École et partout dans le monde selon l'application que vous avez. Et on est également en simultané sur LinkedIn, sur Facebook, et sur YouTube également. Donc, vous avez vraiment le choix. On a un concentré sur 20. On va aller directement sur les questions qui ont été posées. Et entre-temps, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire par rapport au live, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de le suivre. Alors, la première question que j'ai eue, c'était Amina, comment je vais oser me lancer et accepter des clients en coaching? J'ai déjà eu à tester, mais j'ai quand même peur de me lancer. Alors, j'ai été coach. Avant d'être coach, je peux dire qu'on m'a appelé coach avant que moi-même je décide de m'appeler coach. Parce que c'est vrai, c'est ce que l'on appelle en général le syndrome de l'imposteur. On se dit, qui suis-je? Et d'ailleurs, même avant de commencer le contenu d'accompagnement sur le coaching d'affaires, je me disais, peut-être que je devrais laisser ça aux personnes qui sont déjà milliardaires, qui ont quelque chose à partager. Alors, c'est différent. Quand on apprend et quand on fait un parcours de certification en coaching, on apprend à développer des outils, on apprend à utiliser, à appliquer des outils. Et ce sont ces outils-là qui nous permettent d'être qualifiés pour accompagner la personne. Donc, de la même manière que quand vous regardez un match de foot ou un match de basket, le coach n'est pas sur le terrain et ne saurait certainement pas avoir les résultats des champions. Votre rôle, vous également à titre de coach, c'est d'accompagner la personne qu'elle se trouve les bonnes réponses elle-même. Ce n'est pas votre avis, c'est pas des conseils, c'est vraiment à travers un questionnement, à travers différents outils, différents protocoles que vous allez suivre, permettre à la personne d'arriver elle-même à la réponse avec laquelle elle est la plus à l'aise. Donc, normalement, une fois qu'on a compris que ce n'est pas à nous d'avoir toutes les solutions et toutes les réponses, ça diminue déjà pas mal la pression. Ce qui est important, c'est vraiment de faire confiance aux outils que nous avons et se lancer. Alors, ça, c'est en principe, en théorie, c'est vraiment ce qu'on va avoir au niveau réflexion psychologique, se préparer. L'autre élément également qui diminue la pression, surtout quand on a une offre qui va être relativement chère ou en tout cas c'est pas gratuit, on a une petite pression où on se dit par rapport au montant que je facture, est-ce que les gens vont être satisfaits? Comment j'ai géré cette problématique-là dans ma carrière? C'était d'abord au début de continuer et de commencer par des coachings et des formations gratuites, des tests. D'ailleurs, dans l'établissement où j'ai eu à faire ma certification, vers la fin, des clients sont appelés gratuitement pour se prêter au jeu. Et donc là encore, le fait que ce soit gratuit diminue légèrement la pression. Parfait. C'est bon? Merci. Donc là, ça va diminuer légèrement la pression. Autre point également. Donc voilà un peu ce qui peut aider. Quand on va parler de coaching, quand on va parler de diminuer le stress sur comment je peux prendre mes premiers clients quand je propose du service. Donc, premièrement, savoir qu'on n'a pas besoin d'avoir toutes les solutions. On a des outils qui nous permettent d'accompagner la personne pour qu'elle trouve les réponses avec lesquelles elle est confortable, les réponses qui lui conviennent. Et deuxième point, pourquoi pas commencer par des sessions gratuites parce qu'il n'y a pas meilleur outil pour faire disparaître
comment on appelle ça, le syndrome de l'imposteur, le meilleur moyen de le faire disparaître, c'est vraiment quand vous avez des clients qui vous disent « tu m'as vraiment aidé, grâce à toi, voilà ce que j'ai pu faire ». Et donc après, maintenant, on est sûr qu'on a une méthode qui marche et qu'on a la possibilité de développer. Ensuite, deuxième question que j'ai eue, c'était à quel moment j'abandonne? Est-ce qu'il faut abandonner l'entrepreneuriat? C'est vrai que très souvent, on va entendre oui, n'abandonnez jamais, c'est une catastrophe. Je me suis lancée pendant longtemps dans l'entrepreneuriat. Au lieu de dire n'abandonnez jamais, je dirais plutôt abandonnez vite et abandonnez souvent. Il ne sert à rien de s'entêter quand on a des réponses claires par rapport à un certain nombre d'éléments. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est pour répondre à un besoin. Maintenant, parfois, certaines personnes au démarrage vont faire la grosse erreur de penser qu'ils savent mieux que les autres ce qui est bon pour eux et vont se dire je suis en avance sur le marché va s'adapter et franchement, ça ne marche pas vraiment. Quand vous avez une solution, que vous la mettez sur le marché, et que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de clients, que les clients ne sont pas intéressés, ils ne sont pas prêts à acheter le produit au prix auquel vous voulez le proposer, c'est une réponse assez claire qu'il ne sert à rien de s'endetter. Au contraire, autant être bien à l'écoute du marché, pouvoir poser la question, comprendre, ah, voilà ce que j'ai proposé, j'ai pensé que ce serait utile, comment vous le voyez ? De quoi avez-vous vraiment besoin? Est-ce que ce que je conçois comme étant un problème, est-ce que c'est vraiment un problème pour vous? Et là, vous allez vous rendre compte que, est-ce qu'il y a vraiment un marché pour vous dans ce domaine ou est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que ce que vous, par rapport à votre éducation, l'environnement dans lequel vous avez évolué et autres, est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose d'indispensable alors que les autres ne trouvent pas que c'est quelque chose d'indispensable? J'ai une petite anecdote à ce niveau. À un moment, dans mon parcours entrepreneurial, et parmi ceux que j'ai abandonnés, j'ai eu un food truck. Et avec le food truck, qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais qu'il fallait acheter un pain de très grande qualité. Je sais que les phalènes et autres vont se moquer de moi. Donc, pour faire mes sandwichs que je vendais à un prix abordable, j'allais acheter mon pain, mais dans vraiment les grandes boulangeries. Et après, j'observais les gens. Le pain, le fait qu'il soit craquant et tout, c'était important pour moi. Et finalement, je me suis rendu compte que les personnes qui venaient à mon stand commander ne faisaient absolument aucun commentaire ou aucune appréciation particulière sur le pain. Donc, au lieu d'acheter mon pain 3 fois plus cher que les concurrents parce que je connaissais la cible à laquelle je vendais, j'ai acheté le même pain que les autres et il n'y a pas eu de baisse du tout, bien au contraire, sur les ventes. Donc, juste pour vous dire, ce que vous jugez important n'est pas forcément important pour les autres. Donc, si les autres vous montrent que ce que vous avez, la manière dont vous le présentez, comment vous le proposez ne les intéresse pas, à ce moment-là, switchez et allez tout de suite à la recherche de ce qui intéresse vraiment votre marché. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur LinkedIn. Je retrouve notamment Yoro Diakité. Merci beaucoup pour le commentaire. Ça fait plaisir. Ensuite, l'autre question que j'ai reçue également, alors cette fois, c'était une question en wolof, où on me dit, Amina, man li de yak sama marchandise, vraiment sama business, damay jël marchandise, dañ ma koy lebal ba à la fin damay daanu. Donc cette jeune fille me dit, j'achète des produits, je fais du commerce, mais à chaque fois ma famille, mes frères, mes sœurs prennent à crédit et ne me remboursent pas. Pourtant, quand il s'agit de prendre chez les autres, ils sont capables de payer comptant. Alors, la réponse par rapport à cette question, elle est très simple. Bu dee ki nga xamantene yaa ngi koy lebal doo ko yóbbu police néegoo ko yóbbu police rus nga ka fayeeku bu ko lebal. C'est aussi simple que ça. Si vous savez que vous ne pourrez pas emmener cette personne à la police ou autre, ou que vous allez être gêné au moment de demander votre dû, ne prêtez pas de l'argent à cette personne. Comment on fait à ce moment-là? On fait la distinction et on dit à la personne, vraiment, nos relations sont extrêmement importantes. Je veux les séparer de la relation d'affaires. Le business,
c'est pas moi. Le business, c'est tellement pas moi qu'il a sa propre identité, il a sa propre carte d'identité, il a tous ses papiers. Donc, ce business-là, c'est pas nous. Et donc, ça va être important de faire la distinction entre le business et votre propre personne. Et c'est ça qui va vous permettre de préserver les relations, de ne pas arriver également, vous, à mettre en péril votre activité. Et donc, à ce moment-là, vous êtes sûr que ce problème-là ne se reproduira plus. Alors, le micro fait des siennes, on dirait, sur le plateau en live. Voilà. Je regarde en attendant si on a des questions. Alors oui, Anne qui dit d'où la connaissance de l'environnement dans lequel on décide de s'installer. C'est extrêmement important, c'est un très bon point, Anne. Effectivement, souvent quand je vois d'ailleurs des expats ou des Sénégalais qui étaient à l'étranger, qui ont vécu à l'étranger et qui décident de venir s'installer à Dakar, la première question que j'ai c'est: avant de commencer un business, est-ce que vous connaissez suffisamment le marché? À quel point vous avez eu à travailler? Est-ce que vous avez l'expérience? Parce que sinon, ça peut être assez difficile. Et après, quand on veut gérer un business à distance, c'est encore bien pire. Donc oui, connaître l'environnement. Et donc, connaître l'environnement, c'est important de connaître les clients à qui on vend le produit. Qu'est-ce qu'ils veulent? Donc, dans les questions que vous allez pouvoir poser pour bien connaître le client, quel problème ils cherchent à résoudre? Ou alors, quel est le désir qu'ils ont? Et par rapport à ce désir-là, il n'y a pas encore de réponse. Donc, c'est important de bien le comprendre. Important de comprendre aussi, est-ce qu'ils sont prêts à payer pour ça? Parfois, on peut avoir un problème, mais on le tolère, on l'accepte finalement. Et ces personnes-là vont, oui, reconnaître qu'elles ont ce problème-là, mais ne vont pas être prêtes à débourser de l'argent pour pouvoir le résoudre. Donc, c'est important par rapport aux cibles que vous envisagez, par rapport aux personnes qui vont avoir besoin de votre produit, de chercher des gens pour qui c'est vraiment une nécessité. Et donc, voilà le type de questions que vous pourrez leur poser. Vous pouvez également demander, quand vous n'avez pas de solution ou quand vous avez ce problème, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Quelle est la substitution? Qu'est-ce qui vous manque dans les solutions qui existent actuellement? Vous voulez être sûr que dans la réponse que vous avez et que dans votre produit, vous êtes capable d'apporter un plus, quelque chose qui vous est propre. Alors, quelque chose qui vous est propre ou une innovation, ça peut être dans la livraison, ça peut être dans le type de service que vous fournissez, ça peut être, oui, quelque chose que personne ne faisait jamais avant. Mais c'est important de vous assurer qu'il y a une manière de répondre à ce besoin qui est différente de celle des autres. Alors, autre question. Comment est-ce que je vois l'écosystème actuellement? Alors, écosystème, c'est un grand mot. Je peux dire que l'entrepreneuriat aujourd'hui, les opportunités qu'il y a, elles n'existaient pas quand moi je me lançais dans l'entrepreneuriat, quand nos parents se lançaient dans l'entrepreneuriat. C'était vraiment un grand saut. Il n'y avait pas autant de programmes de formation, il n'y avait pas autant de programmes d'accompagnement, de financement. Aujourd'hui, on arrive dans un contexte où l'entrepreneuriat a vraiment le vent en poupe. Il y a des dizaines de programmes dans l'année que vous pouvez retrouver où on vous appelle formation gratuite, accompagnement, incubateur, école spéciale. Donc, je pense qu'on est à une phase où ces éléments-là sont vraiment une valeur ajoutée par rapport à ce que l'on avait avant. Maintenant, il y a quand même une limitation qui demeure, c'est le type de fonds auquel nous avons accès. Bien qu'il y ait de plus en plus de programmes qui apportent des financements, on a moins d'investisseurs privés qui vont avoir le courage d'investir dans des activités, dans les entreprises par rapport aux autres pays où on va avoir des gens qui vont prendre beaucoup plus de risques par rapport à l'investissement. Donc, par rapport également au secteur financier, on va avoir des taux qui vont être et des conditions qui vont être quand même assez difficiles par rapport à cet élément-là. Donc, je dirais que si, en répondant à la question de ce user, si aujourd'hui, on a de plus en plus d'investisseurs qui sont prêts à accompagner l'entrepreneuriat à des coûts
moins élevés, en fait, qui sont prêts à prendre du risque et qui comprennent que ce type d'investissement-là, c'est du risque, ce serait un plus par rapport à notre écosystème actuellement. Donc, j'espère que ça répond à la question. Donc, en rappel, il nous reste encore quelques minutes pour répondre à vos questions en direct sur l'entrepreneuriat. Vous pouvez appeler le 78 518 18 18 pour que l'on prenne les questions en direct, ou alors vous avez la possibilité de poser la question en commentaire. Alors, je vois la question de Moussassi. Je manquerai pas de regarder de quoi le forum s'agit et ce sera éventuellement un plaisir. Autre question qu'on m'a posée également. Alors, est-ce que vous faites des formations en particulier pour le secteur de l'agriculture? Et ce qui était intéressant dans la question de cette personne, parce qu'elle me dit sur toute la chaîne de valeur, aussi bien sur production, transformation, distribution, il y avait vraiment tout. Alors, la réponse que j'ai pour cette personne-là, c'est que quand vous décidez de vous lancer dans ce secteur-là, c'est important de bien comprendre par rapport justement à cette chaîne de valeur, où est-ce que vous voulez vous positionner. Déjà, c'est difficile de bien maîtriser le marché, l'écosystème, les conditions et autres quand on s'attaque à un seul élément. Mais alors, quand on a l'intention de rentrer en même temps au niveau de toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire être en même temps agriculteur, être en même temps la structure qui transforme, être en même temps la structure qui distribue, le point de départ, il est extrêmement lourd et beaucoup plus risqué. Ce que j'aurais conseillé à ce moment-là à cette personne-là, c'est d'identifier par rapport à cette chaîne de valeur, où sont les atouts qu'elle a réellement qui lui permettent de démarrer. Quand vous avez des projets qui sont des très gros projets, qui vont vous demander des très gros investissements, 100 millions au départ, 200 millions au départ, c'est encore d'autant plus difficile de trouver des investisseurs, de trouver un partenaire financier qui va être prêt à vous accompagner, surtout si c'est un nouveau secteur que vous ne maîtrisez pas. Alors ici, l'idée c'est quoi? Faites des tests. Au lieu de démarrer tout de suite sur le projet de 100 millions, de 200 millions, analysez. Si par exemple vous êtes intéressé sur toute la chaîne de valeur, commencez par exemple à tester la transformation. Ça veut dire quoi? Au lieu de vous dire que vous allez produire vous-même, cultiver, etc., achetez le produit et allez sur la transformation. Ou alors acheter le produit transformé, travailler le packaging, la présentation, l'image de marque et distribuer. Donc l'idée, c'est vraiment de rentrer dans l'entrepreneuriat, pas en sautant en mode je suis super courageux, je vais y arriver, parce que ça ne suffit pas, mais allez-y vraiment dans une démarche de test. Je teste cette partie, je regarde, j'apprends. Et par rapport à ça, j'ai une autre anecdote. Justement, par rapport au food truck, avant de démarrer cette activité, j'étais convaincue que c'est ce que je voulais faire. J'étais prête à mettre des gros investissements dedans. Et pourtant, l'activité là a échoué pour d'autres raisons, pour des raisons juridiques. Et c'est pourquoi c'est important d'avoir un bon avocat quand vous vous associez. Et pourtant, aujourd'hui, même si j'avais les moyens de me lancer dans un food truck à nouveau, je ne le ferai pas. Parce que au moment où je faisais ma planification, j'avais pensé à tout, sauf à l'activité de nettoyage que le food truck demande quand vous avez terminé votre activité. Donc, je me rappelle qu'on pouvait avoir l'activité qui continuait jusqu'à 1h du matin. Et dans mon expérience, tant que l'interaction était là avec les clients, c'était agréable. Mais quand tout était terminé et qu'il fallait nettoyer le food truck pendant 2 heures de temps pour éviter les contaminations, j'étais au bout de ma vie. Donc, aujourd'hui, rien que pour cette raison, et parce que c'est difficile à sous-traiter, ça coûterait cher et autres, mais rien que pour cette raison, je sais que cette activité ne m'intéresse pas finalement. Et vous allez en avoir d'autres qui vont démarrer un business et qui vont se rendre compte que l'idée qu'on avait de cette activité-là est en réalité très différente de ce qu'on va avoir à faire au quotidien pour faire fonctionner cette entreprise. C'est pourquoi, vraiment au début,
je vous invite à tester, y aller avec cette curiosité de dire, ah, je veux regarder, est-ce que ça m'intéresse, est-ce que ça m'intéresse pas, est-ce que mes prévisions étaient les bonnes, oui, non. Et c'est dans ce contexte-là que je dis, n'hésitez pas à abandonner si vous vous rendez compte que soit il n'y a pas le marché, c'est pas ce que vous voulez vraiment faire, autre. Vous écoutez Radio École. Merci beaucoup, Régis. Alors, quels sont les secteurs les plus prometteurs au Sénégal et dans la sous-région? J'ai l'habitude de dire que tous les secteurs sont prometteurs si on a le bon produit pour répondre à la demande. Quel que soit le secteur que vous allez prendre aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de faire fortune actuellement et il y a des gens qui sont en train de faire faillite dans ce même secteur d'activité. Donc, ce qui compte vraiment avant de décider de se lancer dans un secteur, la vraie question c'est, est-ce qu'il y a un marché déjà? Est-ce que je suis capable de proposer un produit qui est différent ou qui est unique ou quelle est la particularité par rapport à ce qui se fait déjà? Et donc, une fois que vous avez cette combinaison de je suis capable de répondre à cette demande du marché parce que je suis le seul à pouvoir faire ce que je fais de la manière dont je le fais, à ce moment-là, il y a des chances que votre activité puisse décoller. C'est aussi simple que ça. Si vous allez dans une région, par exemple, ou dans une commune où, par exemple, il y a un produit que personne ne fournit, je sais pas, même si c'est de la glace, que vous avez des machines qui font de la glace, vous êtes le seul à fournir de la glace dans cette zone-là, et qu'il y a un marché qui est là, il y a des vendeurs de poissons ou autres, c'est sûr que si vous êtes capable de proposer le bon type de glace avec le bon tarif, il y a une clientèle qui est là qui va être intéressée. Alors que vous prenez le même produit, vous l'amenez dans un autre endroit où il y a beaucoup de concurrence, ou alors vous n'êtes pas capable de vendre à un tarif vraiment intéressant par rapport au produit que vous faites, à ce moment-là, ça va pas marcher. Donc, ce qui compte vraiment, c'est qui est mon marché? Est-ce qu'il y a assez de personnes qui sont prêtes à payer pour ce que je propose, qui peuvent me permettre d'atteindre mes résultats? Donc voilà pour la question, Régis. Maintenant, ce qui est certain, c'est que parmi les secteurs porteurs, l'agriculture, la transformation, dans un pays où on est encore largement dépendant des importations, il y a certainement quelque chose à faire à ce niveau-là. Vous écoutez. Alors, merci beaucoup pour les commentaires. Je vois sur LinkedIn également. Et un autre commentaire de Anne qui dit « Les investisseurs sont frileux ». Alors oui, les investisseurs sont frileux. Et ensuite, par manque de connaissance de ceux qui demandent une aide pour leur projet, parfois on constate, j'imagine, que les porteurs de projets n'ont pas assez de données sur ce qu'ils veulent entreprendre. Alors ici, Anne dirait deux choses. Les investisseurs sont frileux, mais à leur place, est-ce que vous ne seriez pas frileux si la personne n'est pas capable de vous présenter réellement une opportunité? Imaginez-vous. Quelqu'un vient vous voir et vous dit, vas-y, mets tant de pourcents de ton salaire, mets tant de pourcents de tes revenus sur mon activité parce que voilà ce que je veux faire. Ce qu'il faut bien comprendre, les investisseurs ne vont pas investir dans votre projet parce qu'ils vous aiment bien, ne vont pas investir dans votre projet uniquement parce que c'est une bonne idée. Non. L'investisseur, il y a une approche qui va être très rationnelle, qu'on va avoir besoin de détacher du sentimental. Il peut bien vous aimer, il peut trouver que vous avez une superbe idée, mais s'il ne voit pas que vous avez les ressources pour exécuter cette idée-là, c'est beaucoup trop risqué pour lui d'investir. En fait, il faut imaginer que parmi les investisseurs, on a des gens qui sont là et qui vont recevoir énormément de sollicitations et qui ont beaucoup d'options. Et donc, pour l'investisseur, la question c'est aussi, est-ce que je fais le bon choix en investissant auprès de cette personne? L'entrepreneur qui fait sa levée de fonds, si cet investisseur finance ou pas, il n'y a pas vraiment d'enjeu finalement. C'est, ah, j'ai fait une demande de financement, cette personne a accepté de me financer, ok. S'il n'a pas accepté, au prochain, au suivant. Alors que maintenant en face, quand l'investisseur fait la décision d'investir, il peut pas reculer. S'il y a des pertes, il est obligé de les assumer.
Donc, la décision de vous accompagner a beaucoup plus d'enjeux en réalité au niveau de la personne qui choisit, qui dit je laisse passer les 15 entrepreneurs et je vais choisir Anne Lovera pour le projet. Il a besoin d'être vraiment sûr. Et là, c'est la raison pour laquelle c'est important qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que porteur de projet, vous puissiez vous mettre à la place de l'investisseur. Vous demandez qu'est-ce que l'investisseur a besoin de savoir pour prendre une bonne décision. Donc, en réalité, quand vous êtes devant l'investisseur et que vous présentez votre projet, vous n'êtes plus en train de dire c'est une bonne idée ou autre. L'état d'esprit, c'est voilà pourquoi vous ne voulez absolument pas rater cette opportunité. Et donc, l'investisseur doit voir clairement, facilement, aisément que voilà ce que son investissement va vous apporter. Voilà les résultats que vous allez pouvoir gagner et voilà comment lui va pouvoir avoir un retour sur son investissement. Donc ça, c'est la raison pour laquelle c'est vraiment important de bien préparer votre dossier quand vous avez l'intention de faire une demande. Ensuite, autre question de Mouhamadou Faye. Donc, bonjour coach. Est-ce que le financement est toujours nécessaire pour se lancer? Alors, ça dépend. En réalité, la majeure partie des personnes vont commencer par faire leurs propres économies. C'est comme si vous avez plusieurs cercles comme ça dans le financement. Au début, vous commencez par vos économies. Si vous avez cette possibilité-là, si vous travaillez, vous serrez la ceinture. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai diminué tous mes coûts, j'ai déménagé, j'ai complètement changé mon standing pour pouvoir réaliser ces économies-là. Et donc, une fois que vous avez décidé de faire ces économies, ça vous permet de mettre de l'argent de côté, ne serait-ce que pour démarrer. Peut-être que, justement, c'est pas avec cet argent que vous avez économisé que vous allez réussir à faire votre investissement de 100 millions, de 200 millions, mais souvent, ça peut être suffisant pour vous permettre de tester quelque chose. Donc ça, le premier point, c'est qu'est-ce qu'on peut autofinancer nous-mêmes? Si on n'a pas d'épargne ou si on n'est pas salarié et qu'on veut se lancer, le premier cercle, c'est le cercle des amis, le cercle de la famille, c'est ce que l'on appelle le love money, où vous allez avoir des gens qui vont accepter de croire en vous, quelqu'un qui va vous dire oui, je suis prêt à mettre temps pour accompagner, peut-être même si vous avez de la chance, des personnes qui sont prêtes à vous donner de l'argent parce qu'ils croient en votre projet, ils voient qu'il y a du potentiel. Ensuite, maintenant, après cela, vous avez les différents programmes qui sont là. Mais selon l'activité que vous allez vouloir démarrer, certaines activités vont demander du capital. Les seules activités où vous n'avez pas besoin d'argent pour démarrer, ce sont les activités liées au service. Et là aussi, souvent, c'est une manière d'aller chercher une deuxième source de revenus pour pouvoir financer peut-être l'activité que vous voulez réellement faire. Je précise. Admettons que vous voulez commencer à transformer de la noix de cajou, mais qu'aujourd'hui vous êtes salarié et que par exemple vous écrivez très bien, peut-être vous parlez anglais et vous décidez que pendant un certain temps, vous allez créer une activité de conseil pour, par exemple, aider les gens à créer des CV ou des choses comme ça, ou préparer les gens à réussir un entretien. Je donne juste un exemple. C'est à vous de voir en fonction de vos compétences. Et vous allez décider d'avoir une activité additionnelle qui va vous apporter des revenus en attendant de pouvoir travailler sur le projet de vos rêves, ou en tout cas d'avoir le capital qui va vous permettre de démarrer le projet qui vous tient à cœur vraiment. Donc c'est vraiment selon l'activité, la nécessité d'avoir ce financement-là. J'ai démarré sans financement. Encore aujourd'hui, je n'ai pas été financée. Je suis pas allée chercher non plus parce que le type d'activité que je faisais ne demande pas un gros capital pour pouvoir fonctionner et pour pouvoir démarrer surtout. Donc, vous écoutez Radio École. Voilà pour Mouhamadou Faye. Donc, il nous reste encore 5 minutes. Comme j'avais dit, c'est un concentré de 1 demi-heure sur l'entrepreneuriat. Alors, n'hésitez pas à poser. On va prendre une dernière question, que ce soit en ligne ou que ce soit également au téléphone au 78 518 18 18 pour clôturer la session de ce jour. On se retrouve chaque lundi
à 16h. N'hésitez pas à poser vos questions à l'avance. La ligne, elle est ouverte et on pourra les traiter dès qu'on arrive sur l'émission. Alors, on a une autre question de Mohamedou Faye. Quelles sont les astuces pour réussir le fait d'être salarié et entrepreneur? Alors, ça va demander une excellente organisation. Et c'est important, Mohamedou Faye, de savoir que c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire seulement temporairement. C'est de la transition. Mais en réalité, réussir dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment du niveau olympique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour vraiment réussir à développer votre activité, ça va vous demander dans un certain temps que vous y alliez à 100%. Donc, au début, oui. Au début, vous pouvez commencer par être salarié, le temps de tester le marché, le temps d'être sûr que vous avez de la demande, le temps d'avoir même suffisamment d'activité, suffisamment qu'il soit généré par votre activité entrepreneuriale. C'est donc une période transitoire. Mais très rapidement, vous allez vous rendre compte que pour être un excellent entrepreneur et vraiment réussir dans votre activité, ça va vous demander toutes les heures que vous allez pouvoir y consacrer. Autrement, ça veut dire quoi? Vous avez votre journée de 8 heures de travail, il vous reste peut-être 4 heures dans la journée pour pouvoir développer l'activité. C'est pas évident. Donc oui, vous pouvez le faire. Ça vous demande, comme j'ai dit, une bonne organisation, d'avoir des outils, d'être bien organisé, j'insiste vraiment dessus parce que c'est cette organisation-là qui vous permet de dégager du temps pour pouvoir développer votre activité entrepreneuriale. C'est également les outils que vous allez pouvoir utiliser. Je me suis beaucoup servi de tout ce qui est digital, gestion des rendez-vous et autres pour pouvoir automatiser le maximum de processus sur l'activité entrepreneuriale. C'est pourquoi je parlais d'organisation. Donc, comme je dis, c'est organisation par rapport au temps, par rapport aux activités auxquelles vous allez dédier du temps. Donc, par exemple, c'est sûr que vous allez avoir moins de temps sur les réseaux sociaux, moins de temps pour les activités sociales. Donc, ça va être vraiment par rapport à votre calendrier, de dire de telle heure à telle heure, voilà ce que je fais, de telle heure à telle heure, c'est du temps du social, du familial, de telle heure à telle heure, c'est de l'apprentissage, et aussi rapidement, quand l'activité le permettra, pouvoir embaucher pour pouvoir avoir de l'aide sur un certain nombre de tâches que vous allez pouvoir déléguer. J'ai partagé aujourd'hui une newsletter sur LinkedIn sur les 5 astuces essentielles pour développer sa productivité. Et parmi ces points-là, c'est vraiment apprendre à déléguer. Et donc, pour finir sur cette question et sur la session de ce jour, ça veut dire que vous allez accepter aussi sur l'activité entrepreneuriale que vous ne pouvez pas être partout. Et que donc, même si c'est fait à 80% aussi bien que si c'était vous qui l'aviez fait, vous allez devoir l'accepter pour pouvoir comme ça pousser l'activité et la développer. Donc, Mohamedou, j'espère que ça répond à la question. C'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà terminé. C'est passé en un éclair. Je vous donne rendez-vous donc lundi prochain à la même heure, 16h sur la Radio École à l'émission Appel Coach Amina pour répondre à vos questions sur l'entrepreneuriat, le développement des affaires. À bientôt. Vous écoutez Radio École. Intérêt tas na réew mi lu waay defal moroomam am na lu ci seen